Voilà, ce qu'on va faire maintenant, on va prendre 3 questions. Il y a un micro qui va circuler parmi vous. Charlotte, si tu veux bien. Oui, moi ma question est relative donc à l'art. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses dites à propos d'art, à mon avis, peinture, sculpture, etc. Mais par contre, je n'ai rien entendu pour les 2 arts qui m'intéressent le plus, c'est-à-dire la musique et le cinéma. Très bien. Monsieur, ouais, levez bien haut si vous voulez. Levez bien haut parce que ça. Merci. J'ai trouvé les 2 interventions extrêmement intéressantes et instructives. Je voudrais revenir sur la loi des enclosures. Au départ, il y a donc des communs, et à l'arrivée, il y a des enclosures, c'est-à-dire des clôtures, qui délimitent des terrains qui passent de la propriété collective à la propriété privée. Ce qui m'intrigue, c'est le tout début de ce mouvement. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui un jour vienne et dise je vais mettre une haie, et ce terrain m'appartient. Et j'imagine que les autres protestes ne se laissent pas faire. Alors ma question c'est quelle est la force, quelle est la puissance qui a permis, contre l'intérêt des communs, de pouvoir faire des enclosures? Comment ça a marché? Merci. Troisième intervention. Ici. Merci. Juste une question toute simple. Il manque de l'argent dans l'art, la culture et l'art. C'est clair qu'il n'y a pas assez d'argent. Mais y a-t-il un moyen que même les entreprises puissent y participer, autre que la façon que vous avez dénoncée? Alors sur la musique, j'ai un petit cadeau pour vous là. Il s'agit d'une dame qui est remerciée très chaleureusement pour avoir permis la création d'opéras à Versailles, à l'Opéra Comique, à l'Opéra National de Paris, au Festival d'Aix-en-Provence, etc. Il s'agit en fait de Madame d'Estezet-Foriel. Et donc c'est très intéressant parce que cette dame effectivement maintenant donne des subsides mais qui ne sont pas clairement montrés, je veux dire du point de vue numérique, hein, on la remercie comme ça. C'est dans le programme de Versailles Spectacle, ça s'appelle la philanthropie artistique comme passion, où cette dame évidemment est évoquée comme quelqu'un qui est totalement passionné. Or, en fait, cette dame est la veuve du PDG de Adecco, donc une société d'intérim qui a toujours été évidemment extrêmement généreuse envers les travailleurs précaires, hein, on le sait, qui était basée en Suisse. C'est une famille qui est partie pendant 20 ans en Grande-Bretagne pour des raisons fiscales, hein, qui ne l'a pas caché. Donc, on se rend compte que, voilà, qu'il y a quand même eu aussi la Légion d'honneur. Et on comprend les motivations de cette dame parce que son gendre est quand même un camarade de promotion de M. Emmanuel Macron à Sciences Po. Il a passé des contrats avec LVMH, etc. Il enseigne les humanités politiques à Sciences Po. Et après avoir conseillé M. Macron pour la présidentielle, il l'a conseillé sur la mise en œuvre immédiate des premières réformes fiscales. Hein, vous savez, donc suppression de l'ISF, etc., la baisse des impôts de production, la flat tax, voilà, etc. Donc vous voyez qu'on est quand même dans un monde où c'est une charité qui est quand même bien organisée. Donc, en fait, cette famille a accumulé des fortunes considérables. Hein. Ils ont je ne sais combien de résidences. Ils avaient donc des sociétés aux îles britanniques, au Panama. Ils ont cité dans les Panama Papers une holding au Luxembourg. Donc, quand après ça, on va faire des générosités pour les spectacles des différents opéras français, c'est quand même d'une hypocrisie
parfaite. Hein. Voilà, donc c'était une petite réponse sur la question des concerts. Donc je me souviens d'une amie qui me disait qu'elle était parfaitement choquée quand, avant chaque concert, on commençait par remercier la banque machin, ou etc. parce que en général c'était quand même aussi un gros avantage et ça fait partie donc jusqu'à 25% de la somme donnée en communication, en remerciements, etc. Voilà. Alors la deuxième question, je peux peut-être. Le cinéma, est-ce que le cinéma, je n'ai pas eu le temps d'explorer tout ça, c'est gigantesque, peut-être que je pourrais m'y mettre, mais alors comment les entreprises peuvent y participer? La première chose, ça serait que ces entreprises mécènes dont j'ai regardé les listes et fait des petites recherches, en fait, c'est d'abord des entreprises qui pratiquent l'évasion fiscale à grande échelle. Donc, si elles commençaient par payer leurs impôts, évidemment, les caisses de l'État permettraient déjà de remonter un peu le budget. Donc, je vous en ai pas parlé, mais en fait, la communication de la commission parlementaire qui est constituée sur la précédente législature en grande majorité de gens de la République En Marche et quelques républicains, mais pratiquement que ça, ils ont maquillé les choses pour faire croire que le budget de la culture était constant. Or, en fait, ils ont intégré des crédits spéciaux dans l'enveloppe globale pour faire croire qu'elle était la même. Mais pour la masse salariale, c'est moins 6%. De budget. Donc voilà, je veux dire, on est évidemment dans une asphyxie volontaire. Il s'agit, comme partout ailleurs, de considérer que, en fait, la politique culturelle, c'est celle des mécènes. Hein. C'est très clairement ça. La politique culturelle de M. Emmanuel Macron, c'est celle de déléguer à François Pinault, délégué à Bernard Arnault et à la future fondation de Xavier Niel qui vient de racheter pour 300 millions l'hôtel Lambert dans l'île Saint-Louis et qui a décidé d'en faire une fondation. Voilà, donc c'est ça, quoi. Il ne faut pas attendre d'autre chose. Donc il a eu un chantier obligé, c'est celui de Notre-Dame de Paris, hein, bien sûr, mais je dirais que ça montre justement qu'il y a un abîme entre cette espèce d'euphorie néolibérale qui confie tout au privé et puis le désastre du sous-financement des monuments publics, des monuments historiques, hein, puisque c'était par l'absence de surveillance, c'était un jeune homme qui avait été à peine formé, qui était tout seul, qui n'avait même pas été relevé, qui faisait sa ronde, qui n'avait pas compris où il fallait se rendre pour voir quand il a vu un petit voyant qui clignotait sur le tableau de sécurité. Donc voilà, c'est ça, hein, il n'y a absolument pas l'argent qui est mis. Donc voilà, et j'en profite pour vous dire aussi quelque chose qui m'a frappée, c'est que cet événement de l'incendie de Notre-Dame de Paris en 2019, pour moi, a été une espèce de préfiguration de ce qui s'est passé ensuite au moment de la crise du Covid. C'est-à-dire qu'immédiatement, on a eu des assauts de générosité des prétendus, hein, des mécènes, qu'on a déclaré qu'il fallait monter la défiscalisation jusqu'à 90%, hein, ce qui revenait à faire payer finalement aux citoyens, qu'on a eu donc une volonté de tout occulter, puisque Emmanuel Macron a mis un militaire à la tête, c'est pas innocent quand on voit ensuite le Conseil de défense sanitaire, un militaire à la tête de tout ça pour qu'il n'y ait pas de vague, pour que ça se fasse vite. Il a complètement occulté le très beau travail qu'ont fait les commissions de l'Assemblée nationale et du Parlement sur ce qu'il convenait de faire pour Notre-Dame, et il a voulu tout précipiter avec une loi d'exception qu'il voulait faire passer pour contourner les règles habituelles concernant les passages de marché et les évaluations, en fait l'état des lieux, si vous voulez, dans Notre-Dame de Paris. Et je remarque qu'après avoir prétendu qu'il allait laisser la possibilité à des architectes de faire des gestes architecturaux, des choses complètement aberrantes, après des protestations de 1700 personnels qui habituellement ne sont pas du tout à récriminer dans le domaine de l'art et des monuments historiques, après des pétitions, eh bien, silence radio,
Et finalement, tout a repris son cours, c'est-à-dire que c'est les archéologues qui ont fait un travail magnifique d'investigation du sous-sol de Notre-Dame et de l'archéologie médiévale aussi, monumentale, pardon, qu'il y a eu des modélisations qui apportent énormément de connaissances et que ça a été aussi l'occasion pour des artisans et des sociétés remarquables qui travaillent dans le domaine de la taille de la pierre et de la charpenterie de faire aussi un travail considérable. Donc voilà, la France des compétences et la France, qu'elle soit savante ou qu'elle soit technique, mais pour être technique, il faut aussi être savant, donc a repris le dessus. Bon, la seule chose qui me choque, ça a été d'avoir occulté la pollution au plomb pendant des mois, d'avoir laissé les enfants aller à l'école à côté et les malades à l'Hôtel-Dieu à côté. Donc voilà. Mais si vous voulez, c'est intéressant. En 2014, il y avait eu tout un projet avec la bénédiction de François Hollande pour repenser l'île de la Cité et donc livrer à la spéculation tout ce qui déménageait, à savoir le tribunal de Paris, à savoir la moitié de l'Hôtel-Dieu, à savoir, qu'est-ce qu'il y avait encore il y avait encore autre chose, enfin des bâtiments gigantesques dont on voulait faire des appartements de luxe, des commerces de luxe, etc., etc. Et pendant ce temps-là, Notre-Dame n'avait même pas le droit à 2 gardiens simultanément. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu, mais voilà quelques éléments. Merci Martine. Alors, la question sur les enclosures est tout à fait intéressante et pertinente. J'engage d'ailleurs tout le monde à pas simplement s'arrêter à ce que je vais dire, parce que je vais le traiter à coup de serpe, mais allez voir sur Internet, vous faites enclosure et vous faites aussi communaux. Vous verrez qu'en Grande-Bretagne, il y avait des communaux et que ça a été un mouvement extrêmement important et c'était, on peut le dire, du communisme agricole, je synthétise. Alors, je vais vous lire juste 3 lignes. Le mouvement des enclosures a commencé en Angleterre au XVIe siècle. Des champs ouverts et pâturages communs, cultivés par la communauté, ont été convertis par de riches propriétaires fonciers en pâturages pour des troupeaux de moutons, pour le commerce de la laine, alors en pleine expansion. Donc on voit bien qu'il ne s'agit pas simplement d'une privatisation d'espace, mais d'une privatisation, transformation de l'activité, car perçue comme étant évidemment plus rentable. C'est ce qu'on connaît aussi aujourd'hui. Alors, il y a eu des révoltes. Le mouvement des enclosures s'est heurté à une résistance des populations bénéficiaires des communaux, et tout particulièrement des femmes, du XVe au XVIIIe siècle. La révolte la plus connue, la rébellion de Kent, en 1549, à Norfolk. Bon, je ne continue pas. Juste pour dire que au XVIIIe siècle, la Chambre des communes vote l'Enclosure Act, donc on voit bien que c'est en Grande-Bretagne, qui met fin au droit d'usage et démantèle les communaux. Donc c'est, alors quelque part, pourquoi et comment ça se passe? C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la violence légitime d'État. C'est-à-dire c'est l'État qui a une violence légitime et qui permet, par une loi, de pouvoir expulser ce qui était un bien commun. Donc le bien commun, c'est, on pourrait dire, notre racine commune, notre histoire commune, et en fait la propriété privée que dénonce aussi Rousseau, et puis après Proudhon, hein, la propriété c'est le vol, et ben c'est quelque chose qui vient après. Comme quoi, contrairement à ce qui nous est présenté toujours dans l'histoire, à l'origine de notre histoire, on était dans le collectivisme, on appelait même ça le communisme tribal d'origine. Je voulais dire juste un mot, si tu me permets, sur la question de l'argent. Dans mon texte, je vous ai mis à un moment donné la privatisation de la monnaie, et je mets transformation de la monnaie en argent. Je veux revenir sur cette notion. La monnaie et l'argent, c'est pas la même chose. C'est pas la même réalité matérielle. C'est pas la même réalité politique. La monnaie, c'est le bien public qu'utilisent les producteurs entre eux pour échanger les biens qu'ils produisent. Et comme ils sont différents d'usage et donc de valeur, on a inventé la monnaie pour faciliter les échanges. Donc la monnaie est un bien public. C'est quoi l'argent? C'est quand de bien public, la monnaie se transforme en bien privé, en privatisation. L'argent, c'est la privatisation de la monnaie. D'ailleurs, Téléphone chante « argent trop cher » et pas « monnaie trop chère ».
et Zola a écrit l'argent et non pas la monnaie. Donc la monnaie, il faut se la réapproprier, car aujourd'hui, elle nous a été volée par les banques. Je vous conseille d'aller chercher sur Internet l'article 123 du traité européen. Il est interdit à la Banque centrale européenne et aux banques centrales des États membres, si après dénommées Banque centrale nationale, d'accorder des découverts ou tout autre type de crédit aux institutions, organes ou organismes de l'Union, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales, aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publiques des États membres. L'acquisition directe auprès d'eux par la Banque centrale européenne ou les banques centrales nationales des instruments de leur dette est également interdite. C'est-à-dire qu'il y a, par ces articles, il y a une volonté manifeste de supprimer la monnaie comme étant l'outil de public de financement pour répondre aux besoins de la société et une volonté de s'approprier la monnaie en termes d'argent au seul service du capital. Et c'est cette privatisation de la monnaie en argent qui est le début de toutes les conséquences négatives et de privatisation de tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Quand on privatise la monnaie, on privatise la société. Est-ce que je peux ajouter quelque chose, s'il vous plaît ? Oui. Charlotte va arriver jusqu'à vous. Voilà, est-ce que vous pouvez parler de la loi de M. Giscard d'Estaing du 3 janvier 1973 qui interdisait à la Banque de France de prêter à l'État et aux collectivités locales à taux zéro, et que tout découle de cette loi, ce qui se passe. Moi, je connais cette loi, quand j'étais au Parti communiste, on l'étudiait souvent, cette loi. Donc, elle fait partie, en effet, des ruptures qui ont été faites. Alors, pour bien l'expliquer, en fait, en empêchant ce qu'on appelle le circuit du trésor, mais c'est technique, c'est-à-dire que l'État se refinançait auprès de la Banque de France pour ses besoins de crédit pour financer ses investissements, autoroutes, centrales nucléaires, centraux téléphoniques, etc., etc. Et c'était en fait le Trésor qui avançait l'argent. Et c'est évident que sur 5 ou 6 ans, tout était remboursé, puisque en fait, à chaque équipement public créé, vous étiez obligé aussi de créer des emplois, les personnels étaient payés, ils payaient des impôts, et tout ça, ça rentrait. Et en effet, à l'époque, il n'y avait pas de dette publique. Donc on peut dire en effet que la privatisation de la monnaie, c'est la première violence du capital, et c'est celle qui fait qu'aujourd'hui, on nous ressasse les oreilles avec la dette publique, qui n'est en fait qu'une dette privée, c'est-à-dire une dette privée transférée sur les États et les collectivités locales. Et en sachant d'ailleurs que les collectivités locales ne sont pas endettées, et que en rapport à l'État. C'est l'État qui est endetté, les collectivités locales ne sont pas endettées. Je peux rajouter peut-être quelque chose sur ce mouvement des enclosures. Vous avez un très très bon documentaire Arte sur cette question qui lie une accélération de ce mouvement avec d'abord la réaction nobiliaire, c'est-à-dire en fait quand des agronomes essayent de faire une agriculture de plus en plus spéculative et rentable. Donc on a évidemment les seigneurs qui étaient propriétaires des terres qui vont les réclamer finalement. Et ensuite un deuxième moment avec la révolution industrielle. C'est-à-dire que quand on a besoin de main-d'œuvre pour les usines en ville, eh bien, l'idée, c'est finalement de rendre la vie impossible dans les campagnes aux gens qui possédaient des terres de petite dimension et d'en faire des prolétaires qui vont affluer vers les villes et qui vont servir de main-d'œuvre dans les industries. Voilà. Merci. Alors, il y a 2 demandes. J'aurais aimé qu'on parle de la suppression de la redevance audiovisuelle, dont il est question, je crois, dans quelques jours. Je ne comprends rien à la crypto-monnaie, son taux qui fluctue sans arrêt, la pollution, la consommation d'énergie fulgurante. Ça me paraît une absurdité totale, je ne comprends pas. Oui, je voulais vous demander si, face à cette marchandisation de l'art, il y a des artistes ou des galeries ou des gens qui se rebellent et qui se manifestent. Je pense juste à Banksy, qui a donc organisé
comment dire, la destruction de son œuvre dès qu'elle a été vendue chez Sotheby's. Je trouvais ça assez fort et j'aimerais bien vous demander si vous avez des exemples d'autres artistes qui ont posé des actes. Alors oui, donc des artistes qui se rebellent, oui, Banksy évidemment est le plus médiatisé avec sa déchiqueteuse pour son œuvre. Il y a des choses qui ont été moins médiatisées, puisque ça ne se passait pas pendant une énorme vente aux enchères, etc., c'est qu'il avait mis en marge de la Biennale de Venise une espèce d'étal sur le quai pour dénoncer les énormes bateaux de croisière qui polluent et qui détruisent la lagune. Voilà, donc il fait un peu d'activisme, effectivement. C'est une espèce de course de vitesse avec des gens qui essayent de le récupérer. C'est terrible puisque en fait il est en procès avec des gens qui font des expositions photographiques de ses œuvres, qui est exactement le contraire de ce qu'il voulait, hein. Et donc c'est très difficile. Je pourrais vous donner le cas d'un groupe de jeunes artistes. Alors c'est l'histoire de Fiminco. Fiminco, c'est une entreprise de construction immobilière qui a passé un deal avec la ville de Romainville, en banlieue parisienne, et donc qui, pour masquer un petit peu cette spéculation, puisqu'il s'agit de gentrifier et donc de faire monter le prix des loyers, le prix du mètre carré dans ces régions, dans ces zones-là, a offert des bâtiments à des artistes sélectionnés par jury, etc., en résidence. Or, ces artistes se sont rebellés récemment, justement, en disant qu'ils avaient vraiment le sentiment d'être instrumentalisés pour masquer cette spéculation foncière sur la banlieue parisienne, hein. Voilà. C'est difficile pour les artistes, c'est vraiment parmi les gens les plus pauvres aujourd'hui. Il y en a énormément. La plupart des façons qu'ils ont d'exposer, c'est des choses où il y a un enjeu commercial. Pratiquement toutes les expositions maintenant sont commerciales. Et il faut vraiment qu'il y ait des curators, des conservateurs qui se positionnent pour qu'il y ait des expositions qui ne soient pas à visée lucrative. Alors c'est le cas de temps en temps à la Biennale de Venise. Je voudrais saluer ici Christine Massel, qui avait été donc la commissaire générale de la Biennale de Venise en 2017, qui a vraiment exposé énormément d'artistes qui n'étaient pas connus, qui n'étaient pas dans les circuits commerciaux, beaucoup d'artistes femmes, c'était extrêmement intéressant, et cette biennale essaye de résister justement à toute cette marchandisation. Mais ce qui est frappant, c'est que à côté de la biennale organisée par Christine Massel, qui avait d'ailleurs suscité toute une émulation, c'est-à-dire que les commissaires de chaque pays avaient été souvent des femmes et les pavillons nationaux étaient aussi consacrés à des artistes femmes. Donc il y avait quelque chose d'extrêmement sympathique et valorisant. Mais à côté de ça, M. Pinault avait amarré et c'est là qu'il recevait les mannequins, les top modèles, les journalistes, etc. Et il avait fait une exposition à la Dogana di Mare, et donc à cet entrepôt, ces anciens chantiers navals, avec un des pires artistes, à mon avis, puisque en fait, sur une superficie gigantesque, c'était un canular d'œuvres censées avoir été repérées dans une épave sous-marine. Donc, alors, au début, ça paraissait bien, il y avait des vidéos de plongeurs, des statues de bronze avec des madrépores et des coquillages qui s'étaient incrustés dessus et tout. Mais en fait, c'était une exposition entièrement de cela, c'est-à-dire des centaines et des centaines d'artefacts qui avaient été faits sur cette idée-là. Donc, je veux dire, à la fin, ça devient vraiment de l'art commercial, vous voyez. Donc, c'est terrible, parce qu'il y a cette concurrence perpétuelle, et finalement, il y a très peu de vidéos sur la Biennale elle-même, si vous voulez, et il y a beaucoup de choses, en fait, dans le Figaro Magazine, etc., qui sont sur ces grands collectionneurs, quoi. Voilà. C'est une lutte, parce que ces grands mécènes sont aussi les propriétaires des revues d'art. Voilà. Donc, c'est eux aussi qui ont des médias. Donc, si vous voulez, c'est eux aussi qui donnent la visibilité à tout cela. Donc, c'est vraiment
un système complet, si vous voulez. Ajoutez à cela maintenant la façon dont ils veulent mettre la main sur les écoles d'art. Donc, ils ont réussi finalement à obtenir la fédération de grandes écoles, je pense à l'école Boulle, etc., des écoles qui sont prestigieuses. On leur donne un petit peu d'argent, moyennant quoi on siège au comité de direction. On accepte que des événements s'y passent, des événements qui sont des publicités finalement pour ces firmes-là, et on oriente également les choses. Et de plus en plus, par exemple, si vous voulez, Sotheby a maintenant son école, alors ça c'est vraiment caricatural, c'est-à-dire que vous avez une formation en histoire de l'art à cette école de Sotheby, avec des enseignants des universités britanniques notamment, et donc on fait la pub là-dessus. Et en même temps, il y a toute une initiation au management, à la finance, etc. Donc voilà, on fait maintenant des amphibies qui sont à la fois des gens qui ont des connaissances en marketing, en finance et des notions en histoire de l'art. Voilà. Donc c'est un peu difficile de résister à tout ça, si vous voulez. Sur la redevance. Alors, sur la redevance audiovisuelle, juste un mot pour la personne qui demandait quelque chose sur le cinéma. Il faut quand même voir qu'en fait, le service public audiovisuel finance énormément la création cinématographique en France. Et ça va donc impacter non seulement la création des documentaires, des enquêtes, etc., qui ont déjà été très réduits, puisqu'il y a maintenant ce qu'on appelle le guichet unique, c'est-à-dire qu'en fait, les chaînes publiques n'avaient plus qu'une seule personne qui disait oui ou non au fait de filmer, de faire des enquêtes et de réaliser des documentaires, mais en plus de ça, ça va impacter aussi la création cinématographique. Donc l'exception culturelle française, elle est vraiment très 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 malmenée. Alors d'abord, un tout petit mot, si tu me permets, sur la redevance audiovisuelle, parce que je pense que c'est l'exemple type d'un mouvement à double détente. On supprime ce qui est un outil de financement public, en le présentant comme étant une baisse d'impôts qui va réduire les capacités financières, donc d'autonomie du service public de l'audiovisuel. Et deuxième détente, on va donc marchandiser par la suite tout ce qui va être audiovisuel. C'est comme la taxe d'habitation, présentée comme une suppression d'impôts, alors qu'en fait la taxe d'habitation, c'est le rapport de proximité et donc de contrôle politique du citoyen sur la gestion de la commune. Vous comprenez le double truc, hein? Alors sur la crypto-monnaie, je suis désolé, mais il faudrait faire une intervention à part. Mais je vais essayer de le faire. Et je vous promets par écrit, je vous le traite. 3 minutes. Hein. Oui. Alors en fait, crypto-monnaie, c'est déjà un abus de langage. On pourrait à la limite parler de crypto-argent. C'est exactement ce que je vous ai dit. La monnaie, c'est l'outil d'échange entre les producteurs. Or, la crypto-monnaie, c'est un outil de spéculation. Et c'est un outil de spéculation qui va contre la monnaie. Ceux qui ont cherché à développer la crypto-monnaie, crypto-argent, c'est pour contourner les règles des banques centrales sur le contrôle de la monnaie. Les banques centrales étant, si vous voulez, le législatif, l'assemblée législative qui permet de contrôler les flux financiers, la création monétaire, les valeurs de la monnaie, et en théorie, en rapport au travail. Alors, déjà, on l'a un peu perdu avec ce que je vous ai expliqué, mais là, c'est vraiment contourné. Sachez que les inventeurs de la crypto-monnaie, entre guillemets, étaient des opérateurs, étaient des agents individuels, certes, mais que depuis quelques années, ce sont des opérateurs privés qui ont commencé à essayer de développer leur commerce international en crypto-monnaie pour justement essayer de contourner les règles de la monnaie sur les banques centrales. Et mon mot de conclusion, c'est que la crypto-monnaie, c'est du vol, et ça vise à obliger les États, alors qu'il n'y a pas de statut de crypto-monnaie, comme la monnaie. La monnaie, il y a un statut. Et c'est la Banque centrale qui définit le statut de la monnaie. Il ne peut pas y avoir de sauvetage de la crypto-monnaie, sauf si des banques et des grosses entreprises, comme pour ce qui s'est passé en 2008,
avec l'écroulement de je ne connais plus la société, c'est pas grave, l'écroulement l'écroulement des crypto-monnaies soit tel qu'elle entraîne par le fond des grosses entreprises, qu'elle oblige les États et les banques centrales à intervenir pour soutenir le crypto-argent. Donc, une fois de plus, comprenez que autant la monnaie numérique n'est pas un danger en tant que tel, du moment que c'est contrôlé par les peuples, puisque nous avons plusieurs formes de monnaie, scripturale, fiduciaire, etc., et monétique. Hein, mais la question qui est toujours posée et qui est un affrontement essentiel avec le capital, c'est la question de la monnaie. Celui qui maîtrise la monnaie maîtrise la politique de la monnaie et de fait la politique d'investissement des sociétés, donc la réponse aux besoins sociaux. Celui qui ne maîtrise pas la monnaie devient esclave de l'utilisation de l'argent. Voilà, je vous ai fait ça en 3 minutes. Consommation énergétique. Ah, consommation, c'est exact, c'est-à-dire qu'il y a une énorme consommation énergétique puisque les crypto-monnaies n'existent pas sous la forme fiduciaire ou scripturale, mais uniquement sous la forme numérique dans des ordinateurs. Donc ça nécessite, comme c'est, comment ils appellent ça déjà, les blockchains, comme ils disent. Il y a des contrôles à tous les niveaux, donc ça fait utiliser les ordinateurs à plein régime. Et en effet, ça pompe énormément d'électricité, donc c'est polluant, donc il faut supprimer. Voilà. Passer à la guillotine. Merci Fabrice. Je voudrais apporter un élément de réponse sur le cinéma. Le cinéma est financé par l'organisme qui s'appelle le Centre national du cinéma, et aujourd'hui, le Centre national du cinéma et de l'image animée. Ce centre du cinéma prélève sur tous les tickets de France, de chaque spectateur, une taxe de 13% qui s'appelle la taxe additionnelle, et donc qui finance, mais vraiment très grassement, le Centre national du cinéma, qui se permet d'avoir un fonds de soutien pour la production, pour la réalisation et pour l'exploitation. Donc, je ne dis pas que le cinéma ne vit que de ça, mais en tout cas, ses ressources principales sont là. Elles sont quelquefois tellement fortes qu'en 2015, Hollande est allé puiser dans les ressources du Centre du cinéma pour les reverser au ministère de la Culture, qui était en manque d'argent. Par ailleurs, le président du Centre national du cinéma a toujours été un grand commis de l'État, le plus célèbre, parce qu'il peut être, on peut s'en rappeler dans la région, c'est Dominique Vallon, qui a été à l'origine de ce qu'on a appelé la Movida marseillaise, mouvement juste avant que la municipalité Gaudin s'installe. C'est-à-dire qu'il y a eu la création du MUSEM, la création du musée de la mode. Ça a été vraiment, ce personnage est un grand animateur culturel. Il a donc été, lui, certainement le directeur du CNC ou le président du CNC le plus célèbre. Macron, évidemment, fait une rupture globale avec ça en arrivant. Il a installé, lui, parce que c'est l'État qui nomme les présidents, il a nommé un ami à lui qui s'appelle Dominique Boussonnat, qui a été un soutien de sa campagne, mais qui n'était plus un grand mécène, un grand commis d'État, qui est un producteur. Donc ça veut dire que le Centre national du cinéma, pour la première fois de son existence, est présidé et dirigé par un producteur. Voilà, ça dit à peu près ce qu'il en est aussi du projet culturel de Macron pour le cinéma. Je veux absolument vous donner raison sur tout ce que vous avez dit. Je vais rajouter un point et je suis sûr qu'on sera d'accord. Je pense que pour le cinéma, il faut avoir une pensée collective pour Jacques Ralite, qui, à l'époque, son combat, ça a été l'exception culturelle, qui a donné justement parce qu'à l'époque, il fallait le film, je vous rappelle. Donc c'est son combat sur la question de l'exception culturelle avec les cultures, d'ailleurs, avec les culturels, qui a permis une source de financement particulier en France
Et en contrepoint, rappelez-vous, un certain Jean-Marie Messier, patron de je ne sais plus trop quelle boîte pourrie comme jamais, affairiste, hein, pas nous, quoi. Et je vous rappelle ce qu'il voulait, c'est que lui, il maîtrisait au début les contenants, c'est-à-dire en fait les outils qui permettaient la communication, et après, il a voulu aussi s'approprier les contenus. Et c'est suite à l'échec, suite à sa plantade financière qu'il a été débarqué, j'ai plus le nom de la boîte, mais c'était un conglomérat, franchement, avec une logique de maîtriser et le contenant et le contenu. Et quand on maîtrise le contenu, ça veut dire que tu n'as plus de diversification culturelle, tu n'as plus d'exception culturelle, tu as une marchandisation culturelle. Observe qu'aujourd'hui, avec Internet, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que selon ce que tu demandes, si c'est une logique marchande, tu vas avoir du réseau et du débit important, et si jamais c'est de la demande politique, alors là, on va baisser ton réseau et tu pourras avoir moins accès aux réponses et aux questions que tu formules. Donc on est dans une construction sociétale en ce moment qui est extrêmement dangereuse, et il faut le dire, il faut le souligner, le cinéma est un art, et qui nous vient quelque part, que je renvoie au dessin préhistorique des grottes dont j'ai plus le nom, c'est pas grave, de Lascaux et autres, et même à Marseille, il y en a. Et franchement, ça appartient à l'histoire culturelle des peuples. Ça ne peut pas appartenir à quelqu'un en particulier. C'est notre bien commun à tous, parce qu'on vient de là. Des questions, Dani ? On a parlé des crypto-monnaies. Est-ce que vous pourriez nous dire quelques mots des monnaies locales, comme la roue à Aix ? Alors, pendant longtemps, j'ai été opposé aux monnaies locales, comme économiste marxiste, parce que je pensais que l'affrontement avec le capital, c'était la monnaie. Et j'avais l'impression que la monnaie locale, en fait, esquivait la problématique. Aujourd'hui, j'ai une position différente, c'est-à-dire je pense que toute résistance, comme les communaux, est bonne à prendre. Donc je suis favorable aux monnaies locales. Je suis même favorable au fait que des communes, des élus communaux, portent des monnaies locales. Car tout ce qui peut remettre en cause les fourches codines de l'euro, telles que nous sommes obligés d'utiliser aujourd'hui, eh ben, c'est un point de résistance et qui peut servir pour la suite. Alors, sans oublier que le combat essentiel, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est se réapproprier la monnaie dans tous ses aspects. Car la monnaie, si vous voulez, aujourd'hui, c'est l'équivalent du fouet de l'esclavage. Voilà. La question que je voulais poser sur les monnaies locales, mais je voulais dire une chose par rapport au cinéma, le centre de cinématographique. Heureusement qu'il existe, il permet une avance sur le financement des films. C'est très cher un film. Quelqu'un qui n'a pas les moyens, il ne peut pas se financer un film. C'est extrêmement coûteux. Et donc cette avance, cette avance sur recette permet à des gens qui ne sont pas fortunés de pouvoir fabriquer le côté qui est bien. Absolument. C'est une question qui rejoint, qui fait suite à ce que vous avez dit. Plus fort. Et en fait, quand vous dites qu'il faut se réapproprier la monnaie, qu'est-ce que vous mettez dans le message? Je n'ai aucune idée. Je suis désolée. Juste pour faire un petit complément d'information sur le financement du cinéma, il y a aussi ce qu'on appelle les SOFICA, les sociétés de financement du cinéma et de l'audiovisuel, qui existent depuis 1985. En fait, c'est pour permettre à des professionnels du cinéma de financer des films ou à des groupes bancaires de lancer des financements de films défiscalisés. Et d'ailleurs, on a une scène qui est assez marrante. Je ne sais pas si vous avez vu le film Lost in Amancha de Terry Gilliam. À un moment donné, il est en train de tourner sur l'adaptation de Don Quichotte avec Jean Rochefort, si je ne me trompe pas. Et à un moment donné, dans le film, on voit les investisseurs qui se pointent sur le tournage parce qu'ils ne sont pas contents de la façon dont on gère le film. Et d'ailleurs, c'est eux à la fin qui disent on arrête. Bonjour. Je voudrais avoir le nom des ONG qui
travaillent avec les artistes ou qui combattent la suprématie des grands marchands de l'art. Je ne sais pas si on peut parler d'ONG qui soutiennent les artistes de façon précise et directe, si vous voulez. Ces ONG, elles défendent en fait notre patrimoine commun, voilà déjà, c'est-à-dire qu'elles sont contre l'instrumentalisation de la culture au service de ces grandes sociétés destructrices de la planète comme Total par exemple. Voilà. Pour ce qui est du soutien des artistes, c'est un problème qui est récurrent. On voit qu'il y a eu des tas d'expériences qui ont été faites, en particulier sous le Front populaire, pour essayer d'avoir des ateliers d'artistes, d'avoir un financement de la création. Ça n'est pas toujours évident. Et l'argumentaire de ces grands mécènes privés, enfin prétendus mécènes, entre guillemets, c'est de dire qu'en fait, l'État est forcément bureaucratique, retardataire, que c'est eux qui sont ouverts, eux qui sont créatifs, etc. En fait, c'est vraiment faux, puisque c'est justement des gens qui ont été dans les administrations publiques et dans les musées, qui sont ceux qui sont capables de valider ça. En particulier, vous savez qu'il y a eu la création des FRAC, les Fonds régionaux d'art contemporain, pour acheter des œuvres. Moi, je me souviens de gens qui faisaient des études en même temps que moi à l'école du Louvre, qui étaient spécialisés en histoire de l'art contemporain et qui ont été des bons conseillers. Donc voilà, il y a des possibilités. Et je ne vois pas pourquoi, en fait, parce qu'on travaille au service de quelqu'un qui veut en faire du profit, on serait plus compétent, plus original, plus créatif que quelqu'un qui, au contraire, a souvent un bagage beaucoup plus important, et plus de temps surtout, et puis qui n'est pas conditionné, voilà, qui n'est pas orienté dans une certaine direction. Moi, je suis très, très effrayée par le fait qu'il y a un brouillage complet maintenant entre ce qui est artistique, ce qui est luxe et ce qui est mode. C'est terrifiant. Malgré lui, finalement, c'est une chose qu'a lancé Jack Lang avec son musée de la mode. Et les revues n'arrêtent pas d'intercaler des produits, des parfums, des bijoux, des vêtements, etc., avec des choses concernant les artistes. Et donc, finalement, on perd complètement ce qui est l'essence de l'art là-dedans, puisqu'en fait, le luxe et la mode, je suis désolée, c'est des produits de consommation, ils peuvent être magnifiques, mais ça n'est pas la même chose. Il y a quand même prérequis dans la création artistique l'idée de quelque chose qui évoque la condition humaine, qui recherche ou la beauté ou l'émotion. Enfin, il peut y avoir des critères extrêmement variés, ils sont très très explosés aujourd'hui, mais qui ne sont pas de la consommation. Voilà, donc ce brouillage est terrible. Je regardais justement pour préparer cette intervention des événements tout récents, puisque au mois de juin, il y a eu les défilés de mode de LVMH, avec toutes ces, Givenchy, Dior et compagnie, etc. C'est absolument incroyable que ces défilés de mode, maintenant, ont lieu dans la cour carrée du Louvre, à l'école militaire, sur l'esplanade du palais de Tokyo, etc. C'est-à-dire qu'en fait, maintenant, M. Bernard Arnault considère que les monuments parisiens ou d'autres lieux sont en fait des écrins pour les produits de luxe et de mode qu'il va faire créer. Donc c'est quand même une inversion qui est absolument spectaculaire. Et d'ailleurs, dans une émission que je regardais où M. Bernard Arnault était interviewé, il considère en fait que ces marques de mode donc de sa holding sont un monument français. Et que ce qui est formidable, c'est que à l'étranger, on connaît Christian Dior, et même si on ne connaît pas le président de la République française, c'est pas important. Voilà. Donc il y a une espèce d'inversion des valeurs où finalement, les œuvres d'art servent de faire valoir à la mode. Il a fait un défilé de mode récemment où il y avait des photos de la Joconde, etc., qui servaient de mode aux modèles. Et puis il fait des expositions. Il y en a une en cours au Japon actuellement sur la veuve Clicquot.
Je veux dire, voilà, moi je suis effarée de la déviation des expositions, qui sont évidemment ce que le public voit régulièrement sur les médias comme événements culturels. Bon, on a eu maintenant alors des expositions sur la bagagerie Louis Vuitton, puis les chaussures Louboutin, et puis les produits de beauté Estée Lauder ou Helena Rubinstein. Enfin, je veux dire, ça devient absolument n'importe quoi. Voilà, c'est quelque chose qui me paraît être une espèce de confusion mentale terrible qu'on essaye d'instaurer. Merci. Fabrice. Oui, alors, très court. L'euro est géré par qui? Par une banque centrale qui s'appelle la BCE. BCE, ça veut dire quoi? Ça veut dire Banque Centrale Européenne. Non. Ça veut dire Bastille du capitalisme européen. Qu'est-ce qu'on a fait en 1789? On a été conquérir la Bastille. Reprendre la souveraineté de la monnaie, c'est conquérir la Bastille de la monnaie, à savoir la BCE. Alors vous allez me dire, ouais, c'est facile ce que tu dis, oui. Mais il suffit de regarder dans les programmes politiques quels sont ceux qui proposent une démarche qui va dans le sens d'une réappropriation de la monnaie. Par exemple, quand j'entends un homme politique qui me dit que la dette, elle n'est pas remboursable, quelque part, il veut dire « je me réapproprie l'utilisation de la monnaie ». Quand il dit « je veux utiliser le circuit monétaire pour financer la transition écologique par l'intermédiaire de l'euro, en créant, certes, un déficit, mais qui va permettre sur 10 ans de financer cette transition écologique », eh bien, c'est une réappropriation de la monnaie. La réappropriation de la monnaie, c'est d'abord une conquête politique qui passe par un programme politique. Voilà ce que je voulais dire. Alors, puisque tu as le micro, si tu peux conclure. Alors, sur la thématique qu'on a abordée, désolé, je vais être obligé de chausser les appendices de Galilée parce que j'ai plus 20 ans. Voilà, en règle générale, je ne conclus pas, et ce n'est pas une conclusion ce que je fais, et ça ne sera pas sur la thématique du jour. Mais comme l'a dit mon ami Dany, avec qui je milite depuis tant d'années, je suis un peu poète, et je ne peux pas oublier qu'à un peu plus de 1000 km de chez nous, il y a une guerre, alors qu'on nous avait promis l'Europe de la paix. Donc j'ai écrit une poésie qui s'appelle « Ode à la paix ». Et je vais vous la déclamer. Il en est ainsi des guerres qui commencent toujours de la même manière, mais dont on ne connaît par la suite ni la rudesse, ni sa longueur et sa détresse. Et encore moins quand et comment elles se terminent, aujourd'hui comme hier. L'on sait seulement que les guerres font des estropiés et morts sans déesse. La victoire est promise aux soldats qui ici ne sont que les fantassins de la mort. Les bombes déchirent l'air avant que de déchiqueter les vies et l'espoir du bonheur. La mitraille assassine femmes et enfants jetés à terre en rafale à toute heure. Les chars broient et dévorent et roulent sur les corps sans vie dans un blizzard qui mord. Les gouvernements et les journalistes nous bombardent alors de fiefs et mensonges, dont l'objet est de nous dissuader d'intervenir sur les décisions du pouvoir des anges. Car comme nous le dit Kipling, la première victime d'une guerre, c'est la vérité. Il faut bien endormir les peuples si le pouvoir veut dominer et imposer ses arrêtés. Depuis l'Antiquité, les guerres masquent les intérêts commerciaux sacrificiels. Car comme l'a gravé Jaurès, le capitalisme porte la guerre comme la nuée l'orage. Et il en est ainsi depuis la guerre de Troie, qui concurrençait les ports grecs d'un autre âge. Anatole France a aussi écrit « On croit mourir pour la patrie, on meurt pour des industriels ». La guerre est le processus politique par lequel les peuples et la démocratie sont mis à l'écart, permettant ainsi toutes les dérives, autorisant tous les excès, conduisant au pouvoir autoritaire, dont les généraux sanguinaires se repaissent tout en recouvrant de sang notre auguste terre. Et les civils pris en otage et mis sous terreur se soumettent aux ordres qui imposent les départs. Oui, la paix est aussi un combat, celui des militants regroupés qui préfèrent l'amour et la vie,
qui font le pari que l'humanité universelle, c'est le chemin passionné de toutes nos envies. La paix, c'est la poésie du monde et de la beauté, celle de l'harmonie des êtres humains, sans laquelle il ne peut y avoir de rire, de sourire, d'embrassade et de soleil des lendemains. La paix n'est pas un accident de cette histoire tumultueuse des hommes associés en société. Elle est pour toujours la lutte pour l'émancipation et ceux qui veulent déguster la sève du printemps. Caresser tendrement la peau de la femme que l'on aime sous toutes les latitudes et tous les temps, et y cueillir ainsi l'élixir de jouissance et de bonheur, darder des rayons du soleil de tous les étés. Martine, un mot? C'est difficile. C'est dur, hein? Oui, juste un petit plaidoyer. Voilà. Il y a actuellement un petit discours, une petite musique qui monte en disant que notre patrimoine est beaucoup trop important, que voilà, tout ça, il faut des réserves, il faut les entretenir, donc à quoi bon garder les œuvres réelles et concrètes puisqu'on peut les photographier. Voilà. Donc, faites très, très attention. Comme le disait un chercheur dans une revue, je pourrais vous redonner la référence, ce qui distingue justement de façon irréductible notre patrimoine commun et toute cette appropriation d'exposition, de photos, d'immersion visuelle, etc., c'est que nous détenons collectivement ce patrimoine matériel et concret. Donc, attention aux petites brèches qu'a commencé à faire Emmanuel Macron dans la notion d'inaliénabilité du patrimoine. C'est quelque chose qui a été mis en place sous François Ier, qui s'est étendu, qui a été magnifiquement développé à l'époque de Louis XIV pour éviter justement les cadeaux, le coulage, etc. Donc soyons très très attentifs à cela. C'est ce qui nous permettra de rester maîtres de tout cela. Alors que les spéculateurs s'emparent des non-fungible tokens, de ces fameuses possessions immatérielles d'œuvres d'art sur la blockchain, s'ils ont envie de délirer, c'est leur affaire, mais nos objets des musées et de leurs réserves, conservons-les, ne les bradons pas, ne les laissons pas partir dans des mains privées.